Hypothèse 2, non-dépendance régionale. C'est ce qu'on appelle en statistique les effets de grappe. C'est-à-dire que les 9 départements votent en bloc et donc il y a une forte corrélation intra-urbaine. C'est-à-dire que les gens votent quasiment comme s'il y avait un mot d'ordre. Les votes ne sont pas indépendants. Les gens ne vont pas voter en âme et conscience. Ils votent suivant une consigne. Alors, les gens qui votent suivant une consigne, ça ne donne pas beaucoup d'informations, mais on sait estimer cette erreur-là. Donc voilà. Donc, du coup, dans ce genre de situation, la variance est sous-estimée. Quand les gens votent avec ces consignes, nous, on va sous-estimer la variance. C'est ça qu'il va faire. Avec ce genre de situation, la variance est plus importante. C'est-à-dire la variance peut être de 20. Alors, une variance de 20 peut expliquer le résultat qu'on a. Du coup, notre variance qui a 5 peut être sous-estimée. Voilà. Donc, conclusion. Conclusion. Donc, je rappelle, j'ai expliqué ici. Donc, conclusion. Même avec un ρ égal à 10%, le ρ ici, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Le ρ, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Le ρ ici, c'est le coefficient de corrélation. En général, dans les élections, ce coefficient de corrélation, il est compris entre 0,01 et 0,05. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand c'est 0, ça veut dire que les gens votent chacun indépendamment. Et donc, quand il y a 0 corrélation, comment dirais-je, il y a une forte homogénéité. Quand il y a une corrélation qui est très faible, chaque vote indépendant rapporte une information. Par contre, quand il y a un effet de grappe, il faut chercher le nombre de votes caractéristiques dans ce bureau de vote-là. Et vous allez voir un peu, j'ai essayé de détailler ça. Prenons un cas normal, l'euro normal entre 0,1 et 0,05. L'idéal, c'est 0, mais ce n'est pas souvent le cas. Les gens vont souvent voter avec une certaine influence. Par exemple, des potes vont voter suivant, il y a une influence. Si je vote la droite parce que mon ami a voté la droite, nos votes n'ont pas la même information que si je votais indépendamment que mon ami. Voilà, ce n'est pas la même chose que je vote indépendamment de mon ami. Donc, ça va avoir tendance à augmenter la taille de l'échantillon qu'il faudrait pour que ce soit décisif. Je vous ai dit, normalement, à partir de 0, à partir de 30, on peut faire un échantillon représentatif à partir de 30, à condition que les 30 soient des informations. Maintenant, si dans les 30, vous avez des gens qui votent ensemble, qui votent en consigne. Par exemple, j'ai voté parce que mon oncle a voté. Bah, ça, c'est les effets de grappe. Donc, ρ 0, un individu individuel et indépendant. ρ égale à 0,1, on a déjà une forte homogénéité. Donc, moins d'informations significatives. Alors, un ρ supérieur à 0,2, ça donne une forte corrélation. Conséquence de l'effet de grappe, les observations ne sont pas indépendantes. Ceci réduit la vraie taille de l'échantillon. Ça veut dire que là où tu as pris un échantillon représentatif, là où tu as pris un échantillon de 5000 et tu as jugé représentatif, à cause de l'effet de grappe, la vraie taille de ton échantillon est beaucoup plus faible. J'ai pris un exemple ici. On va prendre un ρ égal à 0, on va prendre un ρ égal à 0,05. On va prendre un bureau de vote où il y a 160 personnes. On va calculer la vraie taille représentative de ce bureau de vote-là. Nombre de moyens d'électeurs par bureau de vote. Voilà, donc ici, BV, j'ai pris 160, ρ égale à 0,05. La taille effective, c'est 1 plus, donc l'effet de grappe, je le calcule, voici, l'effet de grappe, c'est 8,95. Et donc, 160 bureaux de vote dans ce bureau-là équivaut en réalité à 160 divisé par 8,95, c'est-à-dire 18 votes. C'est-à-dire que les 160 votes de ce bureau-là correspondent en réalité à 18 votes indépendants. Et donc, si vous faites cette précaution-là, est-ce que vous avez une taille encore significative? Oui, on applique ça ici. Si on applique ça ici, là, vous divisez ça par 8,95, vous trouvez quelque chose comme plus de 180 000. On est toujours très, très, très grand. Je rappelle que le chiffre minimal, c'est 30. Quand vous avez 180 000 votes indépendants, c'est gigantesque, les gars. C'est gigantesque. Donc, une fois cette précaution prise, d'accord? Donc, on va avoir une taille d'échantillon plus petite que ce qu'on a. Donc, on va considérer que notre échantillon, en réalité, au lieu de faire 1,4, bah, il va faire presque 180 000. Donc, mais ici, on exclut, mais ici, c'est exclu. Donc, cette possibilité est exclue parce qu'on part quand même sur une taille qui est importante. Ce n'est pas comme si en faisant le calcul, on se retrouve avec 18. Voilà. Si j'ai 160, bah, je peux appliquer la loi de Gauss. Par contre, si j'ai 18, je ne peux plus. On est inférieur à 30. Mais ici, on a 1 million, les gars. Donc, on exclut l'hypothèse 2. L'hypothèse 2 est totalement exclue. Mais cela dit, j'ai fait le calcul de la probabilité de l'hypothèse 2. Malgré ça, le résultat est possible. C'est-à-dire que si j'applique ces effets de grappe, ça reste quand même que le résultat est probable à 10 puissance moins 200. Donc, on est quand même passé. Donc, certes, la probabilité a augmenté. On est quand même passé, il faut savoir d'où on est sorti. On est quand même passé de 10 puissance moins 10 000. On est quand même passé de 10 puissance moins 10 000 ici. On est quand même passé de 10 puissance moins 10 000 ici à 10 puissance moins 200. Certes, on a augmenté, on a multiplié par presque, je ne sais pas, par 10 puissance, je ne sais pas combien, mais on reste très faible. Ça reste une chance sur 10 puissance 200, quoi. C'est très faible. Pour qu'on se rende compte, pour que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça, ben, j'ai fait le calcul de la probabilité de gagner à la fois 8 fois d'affilée
l'euro million en Europe et le super loto aux États-Unis. Donc, pour gagner l'euro million, la règle est simple, hein, 5 numéros et 2 étoiles. 5 numéros parmi 50, 2 étoiles parmi 12. Probabilité de gagner le jackpot une fois, c'est 1 sur combinaison de 5 dans 50, fois combinaison de 2 dans 12, ça donne ça. Probabilité de gagner 8 fois d'affilée, les gains étant indépendants, vous faites le produit des probabilités, donc ça veut dire ça puissance 8, ça donne 1,26 fois 10 puissance moins 63. Probabilité de gagner le super loto aux États-Unis, c'est 5-5 numéros parmi 69 et 1 Powerball parmi 26. Ça donne ça, 1 sur combinaison de 5 dans 69 fois combinaison de 1 dans 26. Ça donne ça. Probabilité de gagner 8 fois d'affilée, c'est ça. 2,05 fois 10 puissance moins 66. Probabilité de gagner les deux 8 fois d'affilée. C'est le produit des deux probabilités qu'on vient de calculer. Ça vous donne quelque chose comme 1,16 fois 10 puissance moins 125. Vous voyez? Ça veut dire qu'on est toujours, cet événement-là, 10 puissance moins 125 est supérieur à 10 puissance moins 200. Ça veut dire que l'événement, le score de Paul Biya, malgré l'effet de grappe, reste moins probable que moi gagnant 8 fois d'affilée l'euro million en Europe et je vais aux États-Unis, je gagne 8 fois d'affilée le super loto. C'est ça que ça veut dire. Donc je traduis comme ça pour que les gens qui ne comprennent pas les chiffres voient ce que ça veut dire en réalité. Si je vous dis que je crois en un événement qui a cette probabilité-là, est-ce que vous allez me trouver rationnel? Est-ce que vous allez me trouver normal? Est-ce que vous allez dire que j'ai toute ma tête? C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, vous voyez, on compare. Hein, donc, P est supérieur à la plus-value. Donc, vous voyez donc raisonnablement, on peut exclure l'hypothèse 2 sans sourciller. Maintenant, hypothèse 3. Changement structurel entre les zones non observées et les zones observées. Ça veut dire que les 9 départements ne sont pas représentatifs. On a déjà discuté de ça en première. Mais maintenant, on va aller plus loin. Qu'est-ce qui devrait se passer dans les autres départements pour que Paul Biya gagne avec ce score? Ça nécessite que dans les départements que nous n'avons pas en l'état, parce que pour l'instant, on n'a que 9 départements, il manque en réalité 49 départements, ça nécessite que dans les 49 autres départements, Paul Biya gagne là-bas en moyenne avec 60% de votes. Voilà. C'est ça que ça nécessite. Pour que Paul Biya ait ce score-là, en supposant que Chiroma n'a que ça, et que les biaïstes ont le reste des départements et ils ont verrouillé, pour que ça corresponde à la réalité, il faudrait que dans les 49 départements qui restent, Paul Biya gagne là-bas avec 60% de votes, 60% en moyenne. Il faut qu'il récupère 60% des votes restants pour que ce soit vrai. Bon, je vous laisse vous-même juger de la probabilité d'un tel événement quand on sait qu'on a quand même d'autres résultats qui n'ont pas encore été publiés par Chiroma qui circulent et qu'on n'a aucun bureau de vote où Paul Biya a gagné de façon flagrante, hein, parce que ça demande quand même de gagner dans des grandes villes. Hein. Donc, impossible. Les résultats contredisent le poids de l'électorat des zones rend cette hypothèse non plausible. Biya doit faire dans le reste du pays des scores stratosphériques et Chiroma des scores très bas pour renverser et arriver à 53%. Vous voyez que les 3 hypothèses sont impossibles. Voilà. Donc on en est arrivé. Les 3 hypothèses qu'on a étudiées sont impossibles.